Enfin, je vous interromps parce que voilà, l'information est confirmée. 100 Rafales, une lettre d'intention pour l'achat par l'Ukraine de 100 Rafales, ainsi que de défense aérienne et de drones. Voilà ce qui tombe à l'instant de la part de l'Elysée. Confirmation de ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure, cette lettre d'intention à la signature de laquelle vous avez assisté il y a quelques minutes, et alors que les chefs d'État sont en train d'arriver maintenant du côté du Mont Valérien. On voit l'importance de cette délégation, son ultra-sécurisation, évidemment, à la fois la délégation française, mais également la délégation ukrainienne. On sent qu'il y a évidemment une nervosité importante. Vous me permettez une question, Julien ? Oui, bien sûr, allez-y. Justement, vous parliez de la sécurité autour de Zelensky. Est-ce que le président Zelensky reste une cible lui-même pour les Russes en Ukraine ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une sorte de... On va partir du principe que oui. D'accord. Non, mais je veux dire, et est-ce que c'est une cible ? Est-ce que on n'a pas les plans russes, mais on va faire comme si. Honnêtement, il vaut mieux faire comme si, non ? Tout à fait. Non, mais je veux dire, en Russie, et pour les Russes, c'est un objectif militaire, On n'en sait rien. D'accord. Alors, les Russes ne l'ont pas dit, mais En même temps, c'est une personnalité qui attise tellement de haine, évidemment, au plus haut niveau de l'État russe, qui est en guerre aujourd'hui contre ce pays, mais aussi dans toute une partie de la population où finalement Zelensky représente l'ennemi, c'est celui qui tient tête, c'est celui qui n'a même pas été capable de se représenter à une élection présidentielle et donc qui est considéré par un bon nombre des Russes comme étant totalement illégitime. Et donc, à la limite, lui vivant, ça permet de continuer auprès de la population de dire regardez ce gars. Ils ont un ennemi. C'est un ennemi. Il vaut mieux faut toujours se méfier. Parce oui, bien sûr. Ils ont quand même la gâchette facile. Naturellement. Et il y a eu des tentatives. Didier, il y a eu des tentatives effectivement, soit d'empoisonnement. Depuis le début du conflit. Depuis le début du conflit. Oui. Volodymyr Zelensky, qui peut être effectivement ciblé par les Russes, mais qui est aussi en Ukraine en ce moment dans la tourmente, Patrick, parce qu'il y a une affaire de corruption qui a éclété il y a quelques jours et qui le touche indirectement, puisque l'un de ses très proches, alors qu'il est en train d'arriver, me dit-on, du côté du Mont Valérien, le président Zelensky, a un contexte donc intérieur qui est très compliqué pour le président Zelensky, qui a aussi besoin d'envoyer des signaux internationaux en ce moment, et des signaux de remobilisation sur le plan international, mais également sur le plan intérieur, parce que cette affaire, elle touche non seulement des très proches, mais également des membres très hauts du gouvernement. Il a dû faire un peu le ménage la semaine dernière. C'est compliqué. On est dans un état d'exception et de loi martiale depuis bientôt 4 ans. On le répète, les Russes le répètent, mais factuellement, il n'y a pas eu d'élection législative, locale, de renouvellement en fait de la classe politique depuis quasiment 4 ans. Et puis pour tous ceux qui sont allés en Ukraine avant ces années de guerre, avant 2014, on passe pas comme ça d'un État qui était quand même clairement corrompu et des régions qui fonctionnaient de façon très autonome et de façon très corrompue, à un État blanc comme neige et capable de rentrer demain dans l'Union européenne. Non, il y a encore, moi je l'ai vu, mais à des dizaines de reprises encore en 2014, où vraiment il y avait une ambiance qui était très rocambolesque. J'ai des souvenirs de Mariupol où vous tombiez d'abord sur la même route des petits hommes verts, c'est-à-dire les soldats russes qui arrivaient sans identification, mais évidemment on savait que c'était des Russes. Derrière, des convois de Porsche Cayenne noirs, on savait que c'était le potentat du coin, la mafia. Vous aviez aussi des usines tenues par quelques oligarques ukrainiens qui tenaient d'une main de fer vraiment cette région. Et puis vous aviez le gouverneur qui faisait ce qu'il pouvait et qui empochait assez régulièrement des pots de vin. C'était ça aussi l'Ukraine. Et la Russie en a profité. On n'est pas passé de ça à, encore une fois, un État qui fonctionne normalement. Et c'est la grande difficulté d'un Volodymyr Zelensky qui est quasiment seul au pouvoir depuis quasiment 4 ans, qui ne peut pas, là aussi factuellement, organiser pour l'instant des élections. D'où la nécessité d'un cessez-le-feu, mais d'un bon cessez-le-feu, d'une bonne paix pour qu'il y ait ce renouvellement. Pour l'instant, il sert simplement, François en parlait à l'instant, de nuisible pour ceux qui veulent, ou de bouc émissaire. Il est invisibilisé par les Russes dès qu'il s'agit de négociations. Vous savez, lorsque Vladimir Poutine laisse entendre qu'il va négocier, vous avez tout de suite à chaque fois Zelensky qui va dire écoutez, moi je suis prêt, l'avion est prêt, je peux aller. Il y a même pas de réponse, vous voyez. Et donc ça c'est la grande difficulté. Et il faut qu'il fasse encore une fois, il est à la tête d'une démocratie. C'est beaucoup plus facile sur ce point de vue-là pour un Vladimir Poutine. Un accident est vite arrivé pour quelqu'un qui serait qualifié de corrompu en Russie. Ça se passe pas comme ça en Ukraine. Mais pour faire simple, c'est tous les anciens pays de l'Union soviétique sont corrompus. Voilà. Le plus corrompu restant encore, c'est la Russie. Voilà, c'est très con. Et Zelensky a gagné les élections entre autres sur une chose. Sur la lutte contre la corruption. Il a fait. Je vous conseille tous d'aller voir cette série qui s'appelle Serviteur du peuple, qui a hurlé de rire. En fait, il joue son rôle. C'est-à-dire, il est candidat par hasard aux élections, justement sur la question de la corruption. Et pendant toute la série, il voit à quel point lui et ses amis ont du mal à lutter contre la corruption alors qu'ils essayent de le faire. Et ben, c'est la réalité de ce qui se passe. Y compris le mec qui a produit sa série et fait partie de ces gars qui étaient des oligarques corrompus. La seule différence, c'est qu'en Ukraine, ils essayent de revenir dessus, ce qui est pas simple, franchement. Alors qu'en Russie, pas du tout. C'est le système, donc qui est un système mafieux. La grosse différence, elle est là. Regardez aussi dans les anciens pays qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne, qui étaient dans le pacte de Varsovie avant, comme quoi les pays de l'Est de l'Europe qui ont eu beaucoup de difficultés et qui ont encore beaucoup de difficultés à lutter contre la corruption. Et puis il y a des pays qui veulent entrer dans l'Union européenne qui sont dans les mêmes difficultés également. C'est l'exemple évidemment de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Moldavie.
Moldavie, donc 2 qui sont déjà dans l'Union européenne et avec qui précisément les discussions à Bruxelles sont extrêmement difficiles parce qu'ils ne remplissent toujours pas les critères d'adhésion, même s'ils sont déjà dans l'Union européenne. Régulièrement, il y a des rapports, il y a des inspections, il y a des enquêtes qui montrent que en Bulgarie, par exemple, il y a toujours un niveau de corruption beaucoup trop élevé, qui suscite d'ailleurs des manifestations régulières et qui font que la classe politique aujourd'hui est décrédibilisée. C'est un problème pas seulement pour la Bulgarie, c'est un problème pour l'Union européenne parce qu'on est tous solidaires les uns des autres. Et pour les candidats à l'accession, dont l'Ukraine et la Moldavie, évidemment, l'Ukraine et la Moldavie, sur le modèle de ce qui existait avec l'Union soviétique et surtout avec le modèle de transition entre l'Union soviétique et la Russie actuelle, bien sûr que ça fonctionnait avec une culture de corruption absolue et à tous les niveaux. Et donc c'est excessivement difficile de s'en débarrasser. Sur cette affaire de corruption dont parlait Patrice, la mission d'enquête qui a été diligentée par les 2 services anticorruption ukrainiens, elle a duré plus de 11 mois pour pouvoir obtenir toutes les preuves qu'il y avait effectivement 2 ministres qui étaient impliqués, plus un ami personnel de Volodymyr Zelensky, mais c'est pas l'Union européenne, ni même les Russes qui ont dénoncé. C'est l'agence anticorruption ukrainienne, mais qui a des difficultés aussi dans ses rapports d'indépendance avec le pouvoir, mais c'est elle qui a débusqué cette affaire. Alors que Didier François, vous allez nous donner les détails de ce qui a été signé tout à l'heure sur la base aérienne de Villacoublay. Pour vous donner l'essentiel, donc c'est ce que vous disiez, effectivement 100 Rafale dans la lettre d'intention, mais il y a également 8 systèmes Mamba, donc le fameux système d'interception de défense antiaérienne. Ce qui est beaucoup. Beaucoup, c'est l'équivalent de ce qu'a la France. Pour vous dire les choses franchement. Et par ailleurs, on a aussi reprolongé un accord pour des bombes qui sont des bombes de précision, ce qu'on appelle les Hammer, les ASSM françaises AS2M, où on leur en fournira, qui sont très appréciés en Ukraine, 600 sur les 3 prochaines années. Et ces bombes, ce sont des bombes qui sont déjà en opération. Elles sont déjà en opération. On leur Hammer, ça veut dire marteau. On comprend bien l'image. Et c'est extrêmement précis et c'est redoutable. On a réussi à les adapter pour qu'ils puissent être tirés, y compris sur des MiG-29 de chez eux. Donc. Alors c'est vrai, lieutenant-colonel Arbaretier, que les chiffres que nous donne Didier, ce sont des chiffres qui sont 100 Rafale, 8 systèmes Mamba. C'est ce qu'on peut appeler, alors c'est pas tout de suite, c'est une lettre d'intention, on le rappelle, mais ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des game changers, comme on dit, quelque chose qui peut faire basculer le conflit d'un côté ou de l'autre. Oui, à condition que ce soit livré à temps. Ils arriveront comme des carabiniers d'Offenbach, c'est-à-dire après l'action. Mais je pense que les hommes politiques... Là, l'Élysée dit, on se projette sur une dizaine d'années avec cet accord. Dans une dizaine d'années, la Russie sera où? L'Ukraine sera où? Non, en fait, je pense que dans ce genre de marché, ce qui souvent se fait, au détriment de nos armées d'ailleurs, c'est que il y a un glissement, c'est-à-dire que l'industrie produit pour nos armées souvent des modèles plus modernes et nos armées livrent par petit nombre des avions qui sont immédiatement disponibles. Parce que si ces avions Rafale pourraient être des game changers, comme on le dit souvent depuis les F-16, depuis... Combien de fois on l'a dit ça? Combien de fois on l'a dit? Mais pour que ce soit en nombre suffisant, parce qu'il faut ajouter à cela les Gripen, ceux-là qui sont de très bons avions aussi. Alors peut-être pas aussi bons que les Rafale, voilà. Ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Là, ça peut être un game changer parce que ce qui manque, en fait, ce que les Russes ont réussi dans leur offensive du 22 février 2022, c'est qu'ils ont détruit toute l'aviation ukrainienne au sol. Alors ensuite, ils sont pas restés. Donc en fait, on est dans la reconstruction petit à petit de l'aviation ukrainienne. Et pour qu'elle soit en nombre suffisant, comme le disait M. Zelensky, il a tout à fait raison, 200 avions pour l'Ukraine, compte tenu de la superficie de l'Ukraine, compte tenu en même temps de la force supposée de l'aviation russe, eh bien cela serait suffisant pour que les Ukrainiens puissent gagner la supériorité aérienne, pas simplement chez eux, mais aussi sur le front. Et pour éventuellement, parce que c'est quand même le but stratégique, l'effet final recherché, comme disent les militaires, de M. Zelensky, c'est de reconquérir les provinces perdues. Parce que ils vont pas attendre s'il y a un cessez-le-feu signé avant, ça veut dire que les Russes ont réussi à tordre le bras aux Ukrainiens en leur disant maintenant, soit on continue sur Kiev, soit vous signez le... Oui, à acter leur perte de risque territoire. aujourd'hui. Oui. Et ensuite, il faudra que Kiev reconquiert d'une manière ou d'une autre, soit diplomatiquement, soit militairement, mais il faut gagner, si vous voulez, dans tous les conflits modernes depuis 1945, ce qui fait la différence, c'est la supériorité aérienne. Oui. Les guerres au Moyen-Orient, pourquoi Israël a gagné la guerre des 6 jours? Parce qu'ils ont détruit en quelques heures, en 2 heures, l'équivalent de 3 fois leur armée de l'air. Alors, il y a la capacité offensive, il y a la capacité aussi de défense antiaérienne, 8 systèmes Mamba. C'est vrai que c'est autant que ceux qui protègent la France, donc on voit l'importance de ce dispositif. Il faut combien de temps, Didier, pour produire 8 systèmes Mamba? Je ne sais pas. Mais ça, Alors, c'est la colle. d'accord. Le comparatif. C'est la première fois que j'arrive à vous coller, je suis content. Voilà. Il y a plein de trucs que je sais pas. Il faut vraiment garder ce comparatif France-Ukraine à l'idée pour montrer un peu la masse, parce que Didier le disait, 8 Mamba, c'est ce qu'on a. Nous, on a réussi à en mettre 1 ou 2 en Roumanie. On les prête, on s'en sert. Nous, lorsqu'on parle de 100 voire une
flotte de 200 avions de chasse pour l'Ukraine. Nous, l'objectif, d'ici quelques années pour la France, c'est d'avoir 234 avions de chasse. Vous voyez un petit peu, et on n'y est pas. Pour l'instant, on a, je crois précisément, 107 Rafale pour l'armée de l'air et une quarantaine pour la marine, grosso modo le Charles de Gaulle. En fait. On a des Mirage 2000 aussi. On a les Mirage 2000, mais on va les remplacer. Mais ça vous donne une idée de la masse de ce qui est en train de se passer. Là aussi, on n'a pas tout à fait les chiffres, mais si on prend grosso modo, après il peut y avoir des ristournes, mais le prix d'un Rafale, grosso modo, sur catalogue, c'est 80 millions. Donc ça fait un contrat à 8 milliards de dollars. Voilà ce que demande, ce qui est en train de payer l'Ukraine. Ils vont payer aussi pour les Suédois. Sans les armements. Sans les armements, sans le MCO, enfin, c'est-à-dire vraiment c'est pour ça que c'était important ce que disait le général Paloméros. Vous voyez ces images, c'est le maintien en condition opérationnelle. Voilà. C'était important ce que disait le général Paloméros tout à l'heure. Vous voyez sur cette image, le Rafale, il est derrière les hommes et les femmes. Et ça, c'est très important aussi, parce que pour l'instant, il y a des drones qui arrivent, mais pour l'instant, ces Rafales, ils sont pilotés par des hommes et par des femmes. Et donc, ça vous donne un peu l'idée de cette masse qui est demandée par l'Ukraine pour se défendre, et qui fait que régulièrement, on dit c'est l'armée la plus grande, la plus expérimentée d'Europe. C'est le cas avec tous ces chiffres qu'on vous donne. Il faut vraiment garder à l'idée ce comparatif France-Ukraine. Écoutez, le président Zelensky, juste après la signature de cette lettre d'intention, son tout premier commentaire après donc avoir signé cette lettre d'intention, dont on vous rappelle le contenu: l'achat par l'Ukraine de 100 Rafale, 8 systèmes Mamba et 600 bombes de précision Hammer, selon les chiffres que nous donnait il y a quelques instants Didier François. Le président ukrainien qui évidemment se félicite de cet accord qu'il qualifiait déjà d'historique il y a quelques jours maintenant, au moment où l'annonce de cette visite a été faite avec l'Elysée. 8 milliards rien que pour les avions. On précise... Au prix catalogue, c'est moi qui ai fait le calcul. Ouais, voilà, à la louche, mais vous avez l'habitude de ce genre de négociation. J'ai pas l'habitude d'être à la louche, mais... Vous n'êtes plus à quelques milliards près. Mais c'est le minimum, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la fourchette basse, parce que c'est... Comment il se paye, pardon, de cette question qui peut paraître un peu simpliste, mais c'est quand même important. Il faut préciser pour les gens qui nous regardent. Donc, c'est bien un contrat, pour l'instant une lettre d'intention, mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est un échange industriel, ce n'est pas un don de la France. Non, mais ce n'est pas la première fois non plus qu'on aidera l'Ukraine financièrement à acheter français. Oui, c'est ça. Ou à acheter d'ailleurs toute autre marque de matériel militaire européenne ou même américaine. C'est-à-dire quoi, qu'on va lui prêter de l'argent pour payer nos avions ? Où on va faire en sorte qu'il ait l'argent au moment de la livraison. Et la livraison, ce sera peut-être dans plusieurs années. L'idée, de toute façon, et tout le monde le sait, et il faut le redire, c'est que l'Ukraine aujourd'hui n'a pas les moyens budgétaires de pouvoir acheter à volonté tout ce qui peut se retrouver en étagère ou même sur des contrats livrables dans 2 ou 3 ans. Donc c'est soit de l'argent qu'on lui prête, soit de l'argent qu'on lui donne, soit de l'argent des livraisons des avions, des Césars, d'autres équipements militaires que l'on livre au fur et à mesure qu'ils sont produits, et le paiement se fait peut-être dans la foulée, a posteriori. Mais l'idée que ce puisse être gratuit et que ce soit, j'allais dire, la France qui offre, non, ça c'est pas sérieux. D'ailleurs, ça poserait un énorme problème de crédibilité, parce qu'au bout d'un moment, non seulement le fabricant, c'est-à-dire là en l'occurrence Dassault, il faut qu'il soit payé, donc il peut effectivement être payé, j'allais dire, avec une avance fournie par l'État français qui s'engage au nom de l'Ukraine. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour tout le monde. Encore une fois, dans cette coalition des volontaires, on est tous prêts à faire des efforts pour que l'Ukraine ne soit pas retardée uniquement pour une question d'argent. Il y a juste Jérôme Pellistrandi qui me dit en 2 secondes, l'action d'Assaut vient de prendre 5,76%. Voilà. Voyez, intéressant. Ouais. Cette coalition des volontaires qui se matérialise depuis plusieurs mois maintenant sur le Mont Valérien. C'est là que se trouvent concrètement les bureaux, l'organisation, et c'est là que vous vous trouvez Igor Saeri avec le président Zelensky qui s'est rendu là-bas, là aussi avec Emmanuel Macron, pour voir maintenant l'autre aspect de cette visite. Après la signature tout à l'heure, on commence à préparer l'après cessez-le-feu. Oui, absolument. Ces convois, puisqu'il y en a eu 3 au total, sont arrivés il y a un petit quart d'heure maintenant. 3 convois avec un nombre important de véhicules. Le premier, il y en avait une dizaine. Le deuxième, celui du président de la République française, était peut-être le plus important, en tout cas au nombre de véhicules, puisqu'il y en avait une douzaine. Et enfin, le troisième convoi, celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont pris donc la direction du quartier général de cette force multinationale Ukraine. C'est le nom qu'on lui donne, une force multinationale qui est préparée depuis maintenant des mois par Paris et Londres, créée par la coalition des volontaires à laquelle participeraient plus d'une trentaine de pays d'après l'Élysée. Il s'agit quelque part de concrétiser après Villa Coublé cette aide politique, ce soutien militaire et ce soutien logistique et matériel à l'Ukraine vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne. Il s'agit de se rendre compte pour Volodymyr Zelensky que cette force est d'ores et déjà prête à intervenir, mais à la condition qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un arrêt des combats, qui pour l'instant est plutôt de l'ordre de l'hypothétique. Il n'empêche qu'il s'agit de compte que tout cela est prêt, est préparé très sérieusement par la France, par Londres et par plusieurs dizaines de pays de l'Union européenne maintenant. Il s'agit de moyens maritimes, aériens et terrestres
au sol. Voilà ce que va découvrir Volodymyr Zelensky dans l'heure qui vient, avant ensuite de se rendre à l'Elysée pour un déjeuner avec Emmanuel Macron. Et puis cet après-midi, il s'agira de participer à un forum franco-ukrainien autour des drones, puisqu'on le sait, cette guerre qui se poursuit plus que jamais à l'arrivée de sa 4e année autour des drones. On leur rappelle que les drones sont décisifs pour l'Ukraine. 70% du matériel ennemi, du matériel russe est détruit par les drones ukrainiens aujourd'hui. Igor Saïri avec Julie Rosaire du côté du Mont Valérien, alors que nous étions il y a quelques instants à la base aérienne de Villacoublay. Écoutez le président Zelensky juste après la signature de la lettre d'intendance. The greatest defense, I think so, one of the greatest in the world. Thanks so much. Voilà, quelques mots pour se féliciter de ce qui vient de se passer. Et c'est vrai que l'Ukraine en a besoin de ce soutien parce que sur le terrain militaire, c'est compliqué, comme va nous le montrer Pauline Pioche pour les éclaireurs. Avec Pauline, donc un point sur la situation militaire du côté du front. Les choses, on le disait, sont compliquées. Hein. Vous nous le montrez carte à l'appui. Hein. Oui, on va faire le point avec vous. Et d'ailleurs, je vais vous appeler aussi Patrick Sauce. Vous allez nous expliquer l'avancée justement de l'armée russe sur le territoire ukrainien. Voilà, on a établi cette carte où vous voyez les villes principales dont on va vous parler aujourd'hui. Ce que j'ai fait, Patrick, c'est que j'ai comparé la carte d'aujourd'hui avec la carte il y a un an. Visuellement, en fait, on voit que le front n'avance pas beaucoup parce que, ce qu'il faut préciser, Patrick, c'est la méthode russe, c'est village par village, kilomètre par kilomètre qu'il y a des avancées. Et homme par homme, parce que on entend beaucoup parler de Pokrovsk. Les gens se disent, ça fait quelques semaines qu'on entend parler de Pokrovsk. Cette offensive, elle a commencé au mois d'août 2024. Ça fait quasiment 1 an et demi. Ce que me disent mes sources militaires, plutôt françaises, c'est que, sans connaître les pertes ukrainiennes, la Russie a perdu 120 000 hommes pour sans doute prendre, dans les prochains jours, une ville qui est à l'état de ruine. Alors certes, symboliquement, c'est très fort, eh bien ça touche aussi les Ukrainiens, mais ils se sont déjà finalement organisés pour poursuivre cette défense. Mais le fait est que ça continue de grignoter. Je rappelle aussi ce chiffre, 70% des pertes ukrainiennes sont le fait de drones. Pour vous donner une image, parce que là aussi, c'est vrai, autant au début de la guerre, on pouvait vous donner assez facilement. Non, c'est pas du tout le mot, parce qu'on a notamment perdu, nous, Frédéric Leclerimoff. Mais on pouvait montrer des images de la guerre. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. On a l'impression très cynique d'avoir un front très gelé, mais ça continue de se battre avec des pertes très fortes des deux côtés. Patrick, on va s'intéresser à Zaporijia. On en a souvent parlé parce que notamment la Russie a revendiqué la prise de 2 villages hier dans la région de Zaporijia, avec une précision, c'est que ça fait partie des zones en Ukraine qui sont un peu stratégiques pour les Russes parce qu'il y a notamment des points énergétiques. On pense à l'hiver en plus qui arrive. C'est pas pour rien que Zaporijia est visée par la Russie. La ville, de Zaporijia, parce que la centrale qui est située à plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest de la ville est tenue par les Russes. Mais effectivement, c'est Didier et François qui en parlent depuis ce matin, notamment sur les conditions météo, notamment autour du Dniepr, avec la facilité désormais pour les Russes, de faire des incursions, de passer de façon amphibie. Pourquoi ? Parce que qui dit brouillard et froid en ce moment dit brouillard aussi visuellement. Je vous parle des drones et c'est vraiment le sujet depuis ce matin, mais avec les drones, vous ne voyez plus rien. Et donc vous avez ces incursions faites par les Russes qui continuent de faire parler la masse avec cette idée qui n'a pas changé, qui est que si la première offensive n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que si quasiment tous vos hommes russes sont morts, c'est pas grave, il y en a une deuxième pour arriver. Et face à la difficulté, notamment de la conscription, de la mobilisation ukrainienne, ça finit par marcher. Encore une fois, c'est tous les jours, lorsqu'on s'intéresse à cette guerre, vous entendez parler de la prise de 2 villages, d'un tas de ruines. Le fait est que ça avance. Et justement, je voulais vous montrer cette image. On parlait par exemple de village par village. Le village de Rivnopilya, c'était ce week-end. On voit sur ces images les soldats russes qui brandissent le drapeau pour montrer qu'ils ont obtenu ce village. Alors parfois on parle de villes, de petites villes en fait, de moins de... Et puis vous avez vu le décor autour d'eux. Où il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Patrick, pour terminer, on va s'intéresser à Kiev. Kiev qui est loin finalement de la ligne de front. Kiev qui est bombardé quasiment toutes les semaines, toutes les 15 jours, en tous les cas depuis le début de ce conflit. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour montrer la domination ? C'est quoi pour la Russie ? C'est jouer sur le mental, c'est jouer sur l'énergie, c'est jouer aussi sur les défenses. Et là, c'est le deuxième. On a 3 grands sujets aujourd'hui. C'est le Rafale, les drones, mais aussi ces fameux systèmes Mamba. On le rappelle, 8 batteries qui vont partir dans les années à venir, certes. Mais le fait est que, très bien, lorsque Kiev annonce chaque jour, nous avons réussi à intercepter tant de drones, tant de missiles balistiques russes. Vous voyez ces camions qui sont prêts à l'emploi. Encore faut-il les remplir. Et là aussi, les munitions commencent à manquer et de comment la Russie compte beaucoup dessus. Les Russes, encore une fois, sur la masse des hommes, ils n'ont pas de problème. Ils envoient des gens qui viennent de très 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 loin, des confins vraiment, j'allais dire de l'URSS, mais c'est presque ça. C'est comme disait là aussi Didier, une guerre coloniale du côté des Russes. Ils sont passés aussi en économie de guerre lorsque vous pouvez produire jusqu'à quasiment 3000, 2700 drones Shahed chaque mois. C'est de la masse, ça vous coûte au final, mais ça permet aussi de saturer l'espace aérien de la ville de Kiev notamment. Il y a des batteries anti-missiles du côté de Kiev, mais les Russes penchent sur le fait que ce ne sera pas suffisant, sauf si
sauf si vous avez les Français, les Occidentaux, qui continuent de pourvoir aux besoins de cette défense antiaérienne. Merci beaucoup Patrick. Voilà, Julien, pour les précisions sur l'évolution de l'avancée russe sur le sol ukrainien.